fait, rêver grand et réaliser des choses, c'est hyper important, en fait, déjà d'éduquer les gens, de se dire que la prochaine fois que vous voyez une personne comme moi, voilà comment il faudra agir. Communiquant pour son équipe de campagne. Très bien. De toute façon, là, on va faire, je sais pas si c'est d'accord. Alors, c'est l'écran aussi. On va mettre le sac Aujourd'hui, on est le 17 mai et je vais vous parler à l'occasion de la journée de lutte contre la transphobie, l'homophobie et la biphobie. Donc les LGBT-phobies sont des violences qui peuvent être directes, à savoir les insultes ou les coups, la discrimination à l'emploi, l'accès aux soins ou les droits comme par exemple l'accès à un logement décent. Comme l'immense majorité des personnes de la communauté queer, moi, j'ai aussi subi des violences homophobes, mais en tant que personne noire déjà, donc moi je viens d'Afrique de l'Ouest, je viens de la Côte d'Ivoire, et en tant que personne queer et personne efféminée qui fait du drag, j'ai subi des violences, des insultes. J'avais 17-18 ans. Je rentrais chez mes parents, je rentrais chez ma mère. Et à l'arrêt de bus, il y a des jeunes qui me prennent à part. Voilà, donc je rentrais des cours, ils me prennent à part, commencent à m'insulter, à me dire PD, est-ce que t'es PD? Qu'est-ce que tu fais ici? T'habites dans quel quartier? T'habites dans quelle ville? Et moi, je réponds pas, évidemment, parce que je sais pas, ils sont quand même nombreux, et je sais pas ce qui peut arriver. Et ce sont des femmes, des jeunes demoiselles, à l'arrêt de bus, qui se sont interposées, parce que je commençais à répondre, et le ton commençait à monter, et elles se sont interposées pour nous séparer. Mais ça résonne encore de me dire qu'on peut être n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, vraiment n'importe où et n'importe quand. Et on doit toujours, entre guillemets, rester sur nos gardes parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir, quoi. D'où la prochaine agression va venir. Malheureusement, même si on ne devrait pas, mais on fait beaucoup plus attention, ça forge le caractère. On se dit que il y aura toujours une lutte, en fait, à avoir dans la vie de tous les jours parce qu'il y a les agressions et tout ça, mais il y a toutes ces choses-là auxquelles on fait face dans le quotidien. Mais ça, c'est vraiment la partie qui est très frontale, très violente et qui met à chaque fois ce coup d'électrochoc, même quand on lit des nouvelles et des news d'agressions homophobes ou transphobes, des choses très violentes, ça remet toujours ce truc où ça crée vraiment une rage en soi, en fait, de se dire mais pourquoi? Une artiste drag queen, déjà, c'est un art qui peut être pluridisciplinaire parce qu'on est en même temps artiste, on est coiffeur, on fait de la danse, on fait du chant, on fait de la comédie, on fait de la mode, donc on crée et on manage et on entreprend. Il y a quelque chose, une dimension très très politique dans le drag, parce que moi, pour ma part, par exemple, moi je viens du milieu ballroom, qui a été créé dans les années 60 à New York, par les femmes trans racisées qui ont créé cette communauté. C'est un petit milieu, donc un microcosme, où les communautés LGBTQIA+, se retrouvent, déjà pour se célébrer, pour performer, mais aussi en fait pour utiliser tout ce qui est vu comme négatif sur nous, en fait le réutiliser, se le réapproprier dans ce milieu-là sous forme artistique en fait. Une fausse croyance sur les drag queens, c'est qu'elles sont toutes des hommes. En fait, les femmes cisgenres, les femmes transgenres, tout le monde en fait peut faire du drag. Par exemple, moi personnellement, j'ai toujours pensé que Cher, Lady Gaga, Madonna à certains points étaient des drag queens parce qu'elles avaient des looks très extravagants, des looks très sexy, assumés et même de par leur prise de parole, de la façon dont elles défendaient nos communautés, je me disais mais attends, mais je sais pas. Ça montre en fait que le drag est accessible à tout le monde parce qu'elles ont vraiment des styles fabuleux, flamboyants et elles assument, tu vois. Il y a aussi les drag kings, voilà, qui existent, on en a en plus plein en France, et qui incarnent, eux, les personnages au masculin. Donc pareil, tout le monde peut en faire. Et ça crée en fait, dans la drag culture, une variété d'expressions artistiques et de plein de performances différentes qu'on peut coupler des fois ensemble, en plus, qui incluent des personnes de différentes identités et de genre et orientation sexuelle. Je pense qu'on peut apprécier en fait l'avancement des droits LGBTQ qui a été significatif ces dernières années, avec de nombreuses avancées légales, sociales, culturelles. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, et c'est un peu... c'est dommage parce que c'est bien d'apprécier ça et on commence en plus à copier des voisins qui font des trucs bien, qui font des trucs qui font sens et on voit que ça n'enlève rien en plus aux autres. On demande en fait les mêmes choses. Cependant, malgré tous les progrès, on voit aujourd'hui encore qu'il y a des lois qui sont débattues et qui viennent en fait solidifier les inégalités qui sont déjà très très creusées et très présentes, et en particulier pour les personnes transgenres.
Moi, de la communauté où je viens, j'en fréquente, bah, j'en connais vraiment beaucoup, j'en connais plein. Ce sont mes amis, ce sont mes sœurs, ce sont mes frères. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je sais ce que c'est un vécu, par exemple, une transition. C'est long, c'est un questionnement constant de savoir qui on est. Et donc, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des avancées, mais je vois aussi que, voilà, par exemple, avec la loi qui est en train de débattue, mais aussi des ouvrages, par exemple, qui parlent ouvertement de transphobie et qui sont mensongers et qui font de la désinformation totale, mais qui sont publiés, qui ont des pancartes dans la rue et qui sont publiés partout. On a vraiment l'impression, en fait, d'avancer à reculons. Et c'est regrettable. S'impliquer pour l'égalité des personnes LGBTQ+, ça peut prendre différentes formes. Voilà. Participer à des événements de sensibilisation, soutenir financièrement une ou plusieurs associations, ou en tant que bénévole aussi des organisations LGBTQ+, il y en a beaucoup. S'il n'y a pas vraiment de temps à donner, on peut signer des pétitions, participer aux cagnottes, très important. Et vous pouvez également, à petite échelle, éduquer sur les enjeux, voter pour les politiques favorables aux droits LGBTQ+, et être un allié en combattant la discrimination quand vous en êtes témoin. Ça, c'est très, très, très important. Si vous voyez quelque chose qui a l'air pas normal, qui peut déraper, il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut appeler quelqu'un. En plus d'aller voter, j'essaie au maximum d'assister aux manifestations, sensibiliser autour de moi sur des sujets et de travailler aussi avec des personnes qui partagent les valeurs communes aux miennes. Donc, c'est mon équipe et les gens avec qui je collabore au quotidien. Et voilà, aller dans des endroits où on ne m'attend pas. Ça, je pense que c'est un des actes les plus politiques que je puisse faire en tant que personne queer et noire qui fait du drag. Et entrer dans ces endroits-là et imposer qui je suis. C'est-à-dire, voilà, demander le respect, demander d'être bien accueilli, d'être bien reçu, comme les autres, d'être payé en temps et en heure et à ma juste valeur. Mais ça a l'air drôle comme ça, mais je pense que c'est tellement, tellement, tellement important parce que, maintenant je le sais, on me l'a répété, on me l'a dit. Je suis un exemple pour quand même beaucoup de jeunes qui s'identifient à moi et qui aimeraient avoir un parcours, voilà, faire les choses et rêver grand et réaliser des choses. Donc je pense que c'est hyper important en fait, déjà d'éduquer les gens, de se dire que la prochaine fois que vous voyez une personne comme moi, voilà comment il faudra agir. Je pense que c'est hyper important. Moi, en plus, en tant que une des pionnières, une des premières participantes de la ballroom en France, je pense que c'est vraiment, vraiment important, toutes ces choses-là, parce que ça permet en fait aux jeunes de se dire que je peux partir de cette culture-là, je peux partir de ce milieu-là et réaliser et rêver de grandes choses. À toi qui m'écoute et qui me regarde, et d'ailleurs, même si t'es pas LGBT, hein, ici on n'exclut personne, il faut savoir une chose, c'est que, et j'en suis la preuve vivante, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Faut pas laisser la négativité des autres nous rentrer dans la tête. C'est pas significatif de ce qu'on vaut, de ce qu'on est capable de faire. On n'est pas moins bien qu'une personne qui est socialement acceptée. Elle est juste socialement acceptée. Ça se trouve aussi, elle s'aime pas. Elle se pose des questions. On a les mêmes doutes, on a les mêmes galères. Voilà. Et je pense que plus, en fait, on s'accepte déjà soi-même, plus on accepte les différences des autres, plus on pourra réaliser de grandes choses ensemble. Je voudrais rappeler, au même titre qu'Enora Malagré, qu'il a si bien fait dernièrement, que les LGBT-phobies ne sont pas une opinion, mais bien un délit puni par la loi.